Bonjour à tous. Oui, donc je vais vous présenter un petit peu, nous, notre retour d'expérience un petit peu qu'on a eu sur justement cette culture client, sur le DevOps, mais aussi plus généralement sur tout le process en fait, de dev au niveau des équipes. Euh, Très rapidement, je vais vous présenter un petit peu le contexte parce il peut être relevé assez important. Elao, c'est une structure qu'on a montée il y a à peu près 10 ans maintenant, qui est une agence web qui fait du dev sur mesure. Donc on fait essentiellement du dev, on n'est pas intégrateur de solutions, on fait peu d'e-commerce, pas de CMS, on fait vraiment du dev spécifique systématiquement derrière. On est répartis, on a à peu près 25 personnes là, réparties dans ce qu'on nous on appelle nos tribus, majoritairement Lyon parce que la structure a été montée là-bas, Paris là qui est en train de partir et Montpellier de manière un petit peu plus anecdotique aussi derrière. Historiquement, sur le côté technique, on est sur une stack PHP, Symfony depuis les débuts de Symfony, même avant qu'il soit stable, donc depuis pratiquement 2006. On a quand même monté pratiquement plus de 200 projets, initié plus de 200 projets en Symfony derrière. On monte aussi beaucoup sur la stack front, naturellement derrière, mais on reste quand même vraiment orienté là-dessus. Ce qui fait que, au final, on a des petites équipes orientées vraiment sur des projets assez techniques, au final. Nous, les projets qu'on affectionne énormément, c'est les 3 dev 3 mois. Ce genre de projet-là, c'est quelque chose sur lequel on est relativement à l'aise et qui est relativement apprécié par les équipes. Donc, la culture client. On parle de culture client, mais j'aimerais un peu plus orienter ça sur finalement la culture produit, par opposition à la culture projet. Le projet a une vision assez courte, on est à la fin du projet. Le produit s'inscrit vraiment sur une continuité, sur une vision qui est un peu plus important. Et justement, cette vision produit, c'est quelque chose qui est très important au niveau des équipes. Et ce qu'on a essayé justement de mettre en avant. Donc la vision produit, qu'est-ce que c'est C'est être capable de savoir finalement quelle est la cible, quel est le client, quel est l'utilisateur du produit et du projet sur lequel je suis en train de travailler. Finalement, comment, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand le client répond à son besoin, qu'est-ce que le produit va apporter, qu'est-ce que je vais faire derrière. C'est des questions un peu de fond, mais qui sont importantes et qui, des fois, ont été mis de côté au niveau des équipes et qui sont relativement importantes, des fois, sur des choix même d'architecture, voire sur des choix techniques. Quel budget, le planning? Là, c'est plus sur l'organisation, mais c'est important aussi de les partager et d'impliquer toute l'équipe de dev sur cette vision-là. Et aussi, ça c'est très important, qu'est-ce qui fera son succès au produit? Qu'est-ce qui fait que le projet sur lequel je travaille, qu'est-ce qui fait que ça va être un succès? Un succès pas parce qu'il s'est terminé, mais parce qu'au final, il répond à un besoin et il a apporté la valeur ajoutée au client et c'est un succès en tant que tel. Et surtout, comment le mesurer? Comment le mesurer? Ça, c'est des questions, elles ne sont pas techniques en tant que telles, mais souvent elles sont réservées au niveau produit, au niveau projet, et rarement descendues au niveau de l'équipe de dev, et qui au final est assez important. Pourquoi? Parce que comprendre pourquoi on code, au final, la fonctionnalité que je fais, qui dépasse simplement la page que j'ai affichée et le traitement que j'ai à faire derrière, qui est la finalité derrière, impacte grandement certains choix d'architecture, au final. Et puis, naturellement, quand on a ces besoins-là, on augmente bien sûr les chances de réussite du projet. Et l'objectif intrinsèque, c'est capable de pousser la valeur ajoutée qui est faite par les devs au niveau du projet. Et justement, être capable de se focus sur la valeur ajoutée là, qu'on soit capable à un moment de challenger le client sur ce que tu me demandes là, quelle valeur ajoutée, le temps que je vais y passer, quelle valeur ajoutée au final il est capable d'avoir sur le projet. Alors naturellement, historiquement, le challenge technique du projet, c'est notre domaine et tout. On a légitimité à challenger la technique, on est en relation des fois avec les équipes aussi techniques du client. Donc celle-ci, c'est quelque chose on arrive même d'aller challenger le fonctionnel du client. On a l'expérience, on a déjà eu d'autres clients qui ont déjà fait ce genre de process et autres à un moment. Donc on est capable de dire, ça on l'a déjà essayé, ça marche pas ou ça marche. Donc on essaye de pousser ça et voire même aller. Ça nous arrivait même des fois d'aller challenger aussi des positions même business du client en disant attention, ça encore une fois, on a quelqu'un qui l'a déjà essayé.
ça a marché ou ça a marché, mais on ne se cantonne pas au niveau d'équipe de dev à être des simples, alors c'est peut-être un peu bien, mais des simples pisseurs de code au niveau d'une spec qu'on nous donne, parce que ça, à un moment, ça trouve la vision, et c'est vraiment pas motivant. C'est pupille, ça ? Ok. Ah oui, c'est vrai, il y a un peu mieux. Donc, le fil conducteur d'un peu cette vision produit et ce mode finalement de fonctionnement là, c'est quelque chose qu'on appelle le lean. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est quelque chose qui date de très longtemps, qui a été qui était les méthodes de Toyota après l'après-guerre sur sa façon de gérer sur le lean manufacturing. Mais c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment. Surtout nous, le principe du lean, c'est d'être capable d'avoir une approche itérative et incrémentielle basée sur l'expérimentation. Ça, on revient à des bases qu'on connaît nous sur tout le côté IT, sur le côté projet, qui va être l'agilité en tant que telle. Les méthodes, on fait des sprints, on les fait petits, on essaye de faire évoluer et d'améliorer le produit derrière. Mais on voit que ça va aussi plus loin, le côté lean, derrière, notamment au niveau lean startup. Oui, c'est basé sur l'amélioration continue du produit que je suis en train de faire. Le but, c'est d'être capable de construire et de faire évoluer le produit. Donc au final, l'agilité en tant que telle au niveau IT, voire même le Lean Startup, reprennent les mêmes bases. C'est être capable, il y en a un sur le côté projet, l'autre sur le côté limite business derrière, être capable de se dire, je dois par petites touches faire évoluer mon produit pour être capable de mesurer si ce que j'ai fait là marche ou pas, pour être capable de soit l'enlever, soit continuer, et ce en évitant l'effet tunnel de se fermer pendant 6 mois avant de réaliser quelque chose. C'est en train un petit peu d'aller un peu plus loin, le côté lean, terme qui commence à être un petit peu galvaudé, utilisé un peu partout, comme l'a été l'agilité, comme plein d'autres mots. Mais c'est vrai que ce principe-là est en train d'aller un peu plus loin sur toutes les strates décisionnelles et autres d'organisation des clients, donc des organisations derrière. Il ne sera totalement efficace que quand toute la boucle sera sur ce même rythme-là, sur cette même façon d'aborder les évolutions et le changement. On a souvent commencé par l'agilité en tant que telle, qui peut marcher, mais qui peut être grippé si tout ce qu'il y a autour de l'agilité du projet, amont et aval, s'il n'est pas capable d'être sur le même rythme, c'est déjà arrivé que ça coince et qu'on n'a pas ou peu de valeur ajoutée à ça. Donc maintenant, comment on a essayé justement de mettre en branle tout ça et de faire changer un peu de paradigme l'équipe de dev qui historiquement a été sur du projet forfait, du projet spec client pour du grand compte, voire même d'autres clients, mais qui a grandi et qui s'est construite autour de ça. La base reste quand même le partage. Ça, c'est vraiment important. Le partage, justement, de cette vision-là qui va au-delà du partage technique, mais qui va pourquoi je dois faire le projet et quelle est la vision, finalement, quel client à travers ce produit-là. Et nous, on l'a introduit dès le début des chiffrages. L'équipe de dev qui va potentiellement intervenir là-dessus est présente très, très tôt, même dans les phases de chiffrage du projet. On ne sait pas souvent si c'est les mêmes qui vont intervenir derrière opérationnellement, mais on essaye au maximum de les impliquer. On reste relativement petit, donc ça reste assez souple et c'est simple. Je pense que sur des raisons un peu plus grosses, ça doit être un peu plus complexe. Le kick-off, naturellement, le kick-off, c'est tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est toute l'équipe dev et aussi toute l'équipe client. Il y a des personnes où on s'est rendu compte sur certains projets que certaines personnes internes aux clients, qui pouvaient être du RH, de la compta ou autre, ont découvert la vision projet au moment où on a lancé le kick-off. Même en interne, ils n'avaient pas cette vision-là. Et on incite vraiment à mobiliser que tous les acteurs, à un moment de la chaîne côté client, soient présents aussi là-dessus et partagent cette même vision, au final, derrière. Présence à l'atelier client, même sur des ateliers, on va dire, fonctionnels, UI, voire UX, au minimum, une personne de l'équipe technique dev doit être présente pour être capable de challenger, pour être capable d'avoir le recul et tout. C'est quelque chose d'important. C'est de l'énergie, c'est du temps donc, qui est passé là-dessus, mais c'est quelque chose qui permet de désamorcer beaucoup de choses qui, une fois arrivés en bout de course, peuvent gripper tout le process derrière.
Gemba Walk, ça c'est un terme japonais, mais c'est typiquement ce qu'on a fait ce matin avec un client, c'est se dire on déplace l'équipe pour la mettre dans le contexte du projet du client. Ce matin, nous, on est en train de travailler sur une refonte d'un applicatif pour gérer l'événementiel. Et ce matin, le client organisait justement un événement. On était à l'ICée de la mode et toute l'équipe de dev s'est déplacée pour voir ce qu'était un événement, comment ça se passait et comment on doit être capable de proposer que les outils qu'on va leur faire, en quoi ça va leur servir concrètement au quotidien. Améliorer le fait que quand, comme ce qu'il y avait ce matin, quand il y a 500 ou 600 personnes qui arrivent d'un coup le matin, que les interfaces qu'on doit faire pour traiter les entrées, elles doivent être rapides, elles doivent être simples et elles doivent être efficaces surtout derrière. Et ça permet de pouvoir rattacher du concret et du fonctionnel dans les échanges après qu'on peut avoir au niveau avec les clients. L'intégration du client, voire du PO, donc du product owner, au niveau de l'équipe, elle est vraiment importante. Et l'intégration, on la pousse assez loin, idéalement, même de présence physique. Soit nous, on se déplace chez le client, soit on demande à un moment que le product owner intègre nos locaux, parce qu'à un moment, la communication et le partage passe par la proximité. Et justement, cette communication-là, c'est quelque chose sur lequel on a eu beaucoup à travailler. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce qu'on avait avant, où tout partait d'une spec qu'on devait détailler, faire, traduire et tout, là, on se force à ce que le point de départ soit la discussion, et de partir de la discussion surtout. Oral, naturellement, et visuel de préférence, avec un tableau blanc, avec des post-it et autres, mais surtout qu'au final, l'écrit, la documentation, n'est que la formalisation et le fait de se dire, voilà, ce qu'on s'est dit à la discussion, c'est que l'étape de fin. Et c'est surtout pas quelque chose qui sert d'init à un atelier, à une discussion derrière. Et ça change aussi beaucoup l'énergie des deux côtés, qui peut être client, de se dire, là, je viens de me taper 3 jours à faire une spec, et au final, on vient de faire l'atelier, il faut que j'en jette la moitié. La spec, elle est faite juste pour valider que tout le monde est d'accord. Voici ce qu'on va faire au final derrière. Et ça change donc l'énergie, parce que l'aspect on l'a fait au moment où on attaque, et ça permet de diluer un petit peu. Bien sûr, le but, c'est de trouver le mode de communication adapté. Chaque projet est différent, chaque client est différent, chaque contexte est différent. Le présentiel est bien sûr le privilégié, il est souvent pas possible tout le temps. Donc il y a plein de leviers sur du Skype. Il y a plein de leviers pour essayer de parer à ça. La transparence, c'est un des piliers de l'agilité, des préceptes même de l'agilité. Il est très important aussi dans la construction qu'on a et dans la relation avec le client, parce qu'il permet d'avancer vraiment en tant que partenariat derrière. Alors c'est vrai que beaucoup de clients ont du mal à faire ce cap-là, mais si on est ensemble pour construire un projet, et le but c'est que tout le monde soit un peu gagnant dans l'équation, et dans les gagnants, c'est le client, c'est nous, et c'est aussi les utilisateurs, donc le client du client. Et c'est important d'avoir cette vision-là. Donc la transparence, elle est là naturellement par les rituels agiles qui sont là sur les projets, tout ce qui est des meetings où le product owner ou quelqu'un du client est là et permet de voir et permet de suivre le quotidien, et les sprint planning où là on essaye d'élargir un petit peu là pour donner la visibilité et autres qu'on a aux autres intervenants. On a aussi, nous, des channels de communication, de chat, qui avant étaient souvent réservés aux devs entre eux pour les code review, pour signaler les trucs de technique. Et depuis un moment, on les ouvre même aux clients. C'est-à-dire que le product owner est capable de voir au quotidien les autorisations qui se donnent dedans et ils vont tout le monde réagir de manière assez réactive à des problématiques, et ça fait un canal qui évite de perdre trop de temps. Tout à l'heure, quand on a dit qu'on privilégiait aussi l'écrit, ce qu'on essaye de pousser, c'est de se dire, quelque part, si on a plus de 3 échanges, écrit, chat, mail, sur un sujet, on décroche le téléphone. Skype ou autre, mais ça veut dire qu'à un moment, il y a trop d'infos, il y a trop d'échanges où il y a une incompréhension, et ça sera plus efficace, surtout avec la synchronité, le côté asynchrone d'une discussion qui perturbe ce qu'on est en train de faire au quotidien. Vaut mieux se prendre 2 minutes, on en parle et on parle que de ça, et c'est souvent beaucoup plus efficace. Même si les vieux démons reviennent souvent, on a envie d'échanger, on a envie de faire autre chose, plusieurs choses en même temps, et c'est pas si facile que ça. Ça, c'est très important. Dans le côté transparence, c'est que, surtout sur le côté agile, on est souvent amené à faire des choix d'architecture
technique en disant voilà, ça on va le faire simple au début parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, et cette simplicité-là peut amener une limitation technique par rapport à l'utilisation de l'outil, nombre d'utilisateurs, nombre de personnes simultanées ensemble, volumétrie de la base et tout ça. Il est très important de partager ces impacts-là, que le client soit ait conscience de pourquoi on a fait ce choix-là, qu'il a acquiescé ça, et surtout qu'on partage le fait que quels vont être les leviers qui vont permettre de lever ces limites-là, et quels vont être les indicateurs qui vont nous dire oula, attention, on atteint cette limite-là, maintenant il faut qu'on commence à prévoir, dans pas longtemps on va être bloqué, donc il faut qu'on les inscrive au planning, il faut qu'il y ait cette transparence-là, cette visibilité-là qui soit partagée. Et une fois qu'on l'a, on est capable finalement d'aller très vite sur les premières étapes du projet, en ayant quand même la visibilité de quelles vont être les prochaines étapes derrière. Le droit à l'erreur, ça c'est quelque chose qui est un des fondements aussi de l'approche Lean et autres, on fait de l'expérimentation, donc ça reste limite de la R&D. Enfin, ce qu'on dit souvent, c'est que le dev qu'on fait là, ça reste de la R&D constante, c'est du spécifique, on essaye. Et le principe même du Lean, c'est de se dire, je vais essayer, donc je vais me planter obligatoirement. Il y a des fois, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Par contre, si je me plante, je dois me planter vite en fait. Je ne dois pas mettre 3 mois à me rendre compte que ce n'est pas la bonne approche, que ce n'est pas le bon choix. Et justement, donc, ce droit à l'erreur-là est très important, et des deux côtés, côté client aussi, parce qu'il peut s'être planté sur sa spec, son besoin et derrière, et nous, on peut s'être planté techniquement, on peut s'être planté fonctionnellement sur de l'ergo ou sur de l'UX. Et ça, quand on a levé ce côté de dire mince, je ne vais pas dire à tout le monde que je me suis planté, ça fluidifie aussi beaucoup, et ça désamorce beaucoup de choses qui, généralement, quand ça pète ou quand ça remonte, c'est jamais au bon moment, de toute façon. Surtout quand c'est en prod. Alors, pour parler un petit peu technique dans tout ça, l'objectif au final, c'est d'être capable de faire un maximum de code à valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment être capable de se focus sur le côté métier de ce que je fais, ce qui apporte de la valeur ajoutée. Et au final, donc, d'avoir vraiment la possibilité d'industrialiser et d'automatiser un maximum de tâches techniques qui sont des tâches de projet et autres derrière. Ces tâches techniques-là, elles peuvent être tout ce qui est setup. Donc c'est vrai que là, on rattache un petit peu le côté web, mais on est beaucoup monté sur toute la stack, Ansible. Donc on a vraiment industrialisé le setup de projet, le provisioning de tous les environnements de l'environnement de dev, qu'on bosse dans DVM, jusqu'à la démo et la prod derrière. Et ce qui nous permet, nous, quand dans un début de projet, sur un kick-off, d'avoir dès le premier jour le projet qui tourne, les environnements de démo, voire de prod qui sont dispo, et les personnes qui ont fait les premiers commits. Généralement, on fait des commits qui sont hello, le nom de développeur. Ils ont déployé déjà sur tous les environnements, et on sait que dès le premier jour, on a déjà toute la chaîne qui est prête, et les développeurs sont prêts à déployer derrière. Ça fait partie des process qu'on a mis en place. Donc, on a le setup, on a le déploiement derrière. Et on a tout ce qui est aussi l'audit ou tout l'outillage, on va dire, qualité, soit d'analyse statique ou dynamique, des outils qui tournent autour de l'écosystème du code, qui est là, qui fait partie des standards, qui ne nécessite pas de passer plus de temps, parce qu'elle est là, et tout le monde a l'habitude de les exploiter et de les suivre de manière identique sur tout ce qui est coding standard. Alors ça, ça a quand même de l'impact au projet, parce qu'on pratique excessivement le code review sur tout ce qui est sur n'importe quel développement qui est commité. Donc oui, ça a un impact pour la bonne cause. On désamorce énormément de choses sur du code review avant que ça parte en prod, mais ça aussi, ça fait partie du côté technique. Oui, donc la question, c'était un coding standard dans une équipe internationale. Je ne sais pas. On a la chance, nous, de ne pas être dans ce contexte-là. Après, ton coding standard, il va être aussi sur... quand tu dis dans une équipe internationale, c'est quoi? C'est la façon de la partager ou la façon de l'appliquer? La manière de coder, comment on définit chacun ses variables. Ça, généralement, nous, c'est le code review qui est garant de ça. C'est-à-dire que et au début de la mise en place des code reviews, quand une nouvelle personne arrive, ça permet de la faire monter très rapidement sur l'esprit et les standards qu'on met ensemble. Et les premières fois, alors ça fait un peu mal à l'ego, mais on se prend des trucs de non, ta variable là, elle n'est pas bonne. Donc ta PR, je l'accepte pas, elle va pas être mergée. Ta variable, c'est pas le bon nom, ça respecte pas. On est capable d'avoir la notation et autres. Alors
les clients au début disent waouh, enfin, parce qu'ils sont dans le chaîne GitHub, ils voient les commentaires, ils sont même abonnés des fois aux notifs GitHub de ça, ils disent waouh, mais quelle énergie perdue, des allers-retours perdus pour ça, mais on les convainc très rapidement de la valeur ajoutée sur le long terme de ça, et surtout que nous, on met en place les projets comme on aimerait les trouver quand on en reprend de l'existant. Et comme quelque part, on a la même approche par rapport à un dev, on dit que le dev doit laisser le projet comme il aimerait le trouver quand il intervient sur une TMA ou autre derrière. Donc c'est assez important d'avoir ce côté homogène et d'avoir cette culture-là. Et pour le coding standard, c'est vraiment le code review systématique qui oblige et qui fait monter tout le monde dessus. Donc au final, quels sont les challenges de tout ça? Parce que c'est pas non plus si simple à mettre en place. Au niveau de l'architecture, on parle d'architecture applicative, hein, technique, voire même applicative. Finalement, l'objectif, c'est de se dire, je dois être capable de construire une architecture qui tient compte de la vision long terme du produit, mais qui est capable de répondre techniquement aux besoins d'aujourd'hui. Alors c'est beau, quand c'est dit, c'est pas si facile que ça à appliquer tous les jours. D'autant plus qu'au final, on est quand même sur un mode itératif, avec des trucs courts, et on est très vite absorbé par la vision court-termiste du sprint et du produit, qui des fois peut nous faire perdre cette vision produit à long terme. Et on a déjà vu, nous, des fois, un besoin qui arrive un peu tard sur un sprint qu'on n'avait pas vu venir, qui peut avoir des impacts importants, qui peuvent mettre en cause des pans d'architecture applicative, voire même d'infrastructure derrière. Après, on n'est pas capable de se blinder de partout. Cette approche-là a tellement d'autres bénéfices de l'autre côté, c'est que oui, des fois, il y a des choses qui sont plus coûteux, mais quand on a un projet relativement conséquent, au global, de toute façon, ça reste de toute façon bénéfique. Nous, ça l'a prouvé à chaque fois. L'autre challenge qu'on a, ça peut être la difficulté, parmi l'équipe de dev, des fois à comprendre même le métier du client. Pourquoi, comment, ça peut être technique, ça peut être éthique, des fois, mais oui, ça peut poser des problèmes. Et au final, il faut avoir de l'empathie, c'est de se projeter, pourquoi ils veulent faire ça, et ainsi de suite. Et au final, l'autre difficulté qu'on a, c'est que c'est pas facile de trouver des profils et des personnes qui ont envie de mettre cette énergie-là, en plus du dev quotidien, au niveau des projets. Il y en a certains qui le côté j'ai ma spec et je veux faire mon code sans me soucier. On a eu des personnes où vous avez besoin de ça, elles n'avaient pas l'énergie, le besoin, l'envie d'aller un peu plus loin que ça. Donc c'est vrai que là, par contre, ça bloque. Ça bloque. Ça aussi, parce que ça, c'est bien, mais si on a le client qui n'est pas aussi sur ces valeurs-là et sur ce rythme-là, c'est un peu plus compliqué aussi. C'est pas bloquant, mais c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on n'a pas le retour, l'investissement des équipes et le retour qu'on peut avoir derrière. Donc les intérêts, finalement, une fois qu'on a réussi à lever tout ça, alors ça se met pas en branle du jour au lendemain, hein, je vais y revenir un petit peu après, mais c'est surtout quelque chose qui se construit et qui a essayé, et surtout au niveau de l'équipe, pour pas casser un équilibre. Donc les intérêts de tout ça, bien sûr, c'est faire un produit qui marche, c'est quand même bien, un projet qui se finit, c'est bien, faire un projet qui se finit et qui marche, c'est encore mieux pour l'énergie qu'on a mis au quotidien dans le projet. Je ne l'ai pas dit, mais il y a des choses qui peuvent faire assez mal sur les égos, notamment au niveau dev, c'est qu'on jette. Naturellement, on essaye de là pour limiter le gâchis, mais on en jette. Et c'est vrai que quand on a transpiré 1-2 journées sur une feature qu'on jette au final derrière, ça fait toujours un petit peu mal. L'avantage que là, c'est qu'on ne va pas dire j'ai bossé 3 mois sur cette fonctionnalité-là et on ne l'utilise pas. Ça n'arrivera pas. Mais voilà, c'est faire un produit qui marche. Naturellement, pour les personnes qui sont dans ce dynamique-là, la motivation et l'implication des équipes, nous, historiquement, on avait toujours les clivages de « Oh là là, le chef de projet, il ne m'a pas dit, c'est lui, c'est de sa faute, il n'avait pas fait remonter l'info. » Le chef de projet dit « Oh non, c'est le client, il m'a dit non, il m'a mal dit, j'ai mal compris. » Là, nous, le chef de projet, on n'en a plus. C'est l'équipe elle-même qui fait chef de projet sur tout le système. Donc déjà, on a cassé quand même un niveau. De toute façon, du moment qu'il y a un niveau de communication, il y a de la perte d'information, c'est obligatoire. Donc là, on en a déjà enlevé un niveau, c'est que toute l'équipe est capable de contacter directement le client sur la feature sur laquelle il bosse. Mais en plus, on les a vraiment impliquées. Au final, elles sont beaucoup plus motivées là-dedans. Et ça, c'est un truc qu'on a
c'était pas maudit, mais ce qu'on a rendu compte, c'est que finalement, on a le clivage, je suis ton presta et tu vas faire ce que je te demande, prend un gros coup dans l'aile dans cette optique-là, parce qu'on est vraiment dans un truc de partage et dans plus une approche partenariale que vraiment prestataire, même s'il y a la relation commerciale qu'il y a et il y a un contrat qui est là, mais au quotidien avec les équipes projets, c'est du moment qu'il y a du contact et qu'il y a du dialogue, ça change beaucoup de choses. Nous, on avait des fois eu des projets avant où, au final, on a livré les projets en prod. Il y a des développeurs qui n'ont jamais vu la tête d'un seul des clients. Ils ont eu au téléphone, il y a eu des problèmes. Et quand on a pu mettre une tête dessus et qu'on a vu, qu'on a déjà parlé à quelqu'un, les échanges après se font pas du tout de la même manière. Ça c'est à chaque fois. Au final, chaque projet, finalement, chaque projet est différent. Dans son rythme, dans son cycle et tout ça, on n'a pas le choix de s'adapter. Et j'irais même jusqu'à dire que chaque client est différent. Et au final, on doit s'adapter aussi. Et en fait, tout cet écosystème-là et tout ce qu'on a vu avant est un écosystème qui permet justement de s'adapter à ces différents cas-là. On n'est pas, nous, des ayatollahs du Scrum en disant si tu ne suis pas les lignes, la méthodo, ça avance pas, c'est pas marché. Non, il faut l'adapter. Même la méthodo est adaptée à un moment. Le but, c'est que ça fonctionne, c'est que ça communique. Et le but, c'est qu'on arrive à faire des projets qui marchent. Merci. Si vous avez des questions. Aucune question. Visiblement. Bon, merci beaucoup. Pas de questions. Oui, pardon. En fait, vous disiez que vous aviez plus de chef de projet. Donc tout passe avec le client et typiquement, sur du Lean, est-ce que vous faites, il y a de l'amélioration continue. Vous faites, j'imagine, des rétrospectives assez régulières. Est-ce que vous faites participer le client avec vous? Oui, c'est important. Le client, encore une fois, c'est un curseur à trouver. Évidemment, le client, on a rarement eu quelqu'un qui était dédié au projet, qui ne faisait que ça. Donc, il a aussi son activité à côté. Il a aussi des choses à faire à côté. Et c'est important, nous, j'aurais dû prendre une photo là, parce que j'aurais pu la mettre dans un slide, mais dans nos bureaux, on a du tableau blanc de partout. Parce que là, et on était parti dans un truc à utiliser beaucoup d'outils pour suivre les Jira, les métriques et tout. Et au final, on en revient à tout écrire sur les tableaux, à tracer les courbes et tout ça, à avoir du visuel. On passe devant, on les voit, et on prend des photos et on les envoie au client. Et donc, quand ils viennent, ils le voient et ils le sentent, c'est physique. Et quand ils viennent pas, soit on a un Skype, on est capable de mettre la webcam derrière, quand c'est pas possible, ou alors on leur envoie les photos de ça. Mais le but, c'est qu'on est encore quand même dans des cycles où on a moins en moins le bâton de pèlerin pour convertir à ce cycle-là et les bienfaits de ça sur des clients. C'est un peu plus compliqué quand on rentre dans le côté contractuel, souvent. Mais on sent que le mouvement est là et je pense qu'il est irrémédiable. Enfin, ça va avancer comme ça. C'est ce qui fait que les choses, que ça avance de toute façon. Donc, les clients aussi commencent à être demandeurs et à vouloir ça. Mais si le client n'est pas là-dessus, que ça ne marche pas. Oui. Ça, c'est le... C'est pas difficile à vendre justement au client le fait qu'il ait besoin de participer. Alors, on a une grosse chance, on a une énorme chance. On choisit nos projets. On est dans un contexte où on est capable de pouvoir... le contexte actuel, c'est vrai qu'on en profite. On est capable de choisir nos clients, de choisir les projets, des projets qui sont intéressants techniquement, et essayer de choisir des clients aussi qui le sont et qui ont envie d'aller là-dessus. On a des personnes internes qui sont capables aussi de coacher et d'accompagner les clients, notamment surtout au début, sur le côté product owner, sur ce rythme-là, c'est pas évident. Et donc, on a plus, nous, des fois, nos rôles de management se transforment en rôle de facilitateur dans cette optique-là. C'est-à-dire que facilitateur en interne, ça va de mieux en mieux, mais surtout côté client. C'est-à-dire qu'on prévoit sur beaucoup de propales, dire voilà, on a un pool de jours qui est là, qu'on va consommer ou pas, mais qui est là si jamais vous avez besoin qu'on vous accompagne. Et souvent au début, amorcer la pompe, ça reste nécessaire. C'est souvent plus simple avec des clients qui ont une mauvaise expérience auparavant. Oui, non, mais ils ont l'expérience. Ils ont perdu du temps, de l'argent. Oui,
oui, c'est plus facile c'est clairement plus facile avec des clients qui ont une nouvelle expérience. Par contre, ces clients-là savent ce qu'ils veulent pas. Par contre, savoir ce qu'ils veulent et les mettre là-dedans, c'est encore autre chose. Parce que quand on parle le changement et tout ça, le changement, il est aussi côté client. Parce que ça, quand on fait ce rythme-là sur un projet, ça impacte encore une fois l'amont et l'aval. Parce que on va avoir toute la compta. Parce que le côté contractuel est pourtant simple sur le principe quand on parle là-dessus, mais ça reste compliqué à négocier sur le client en disant voilà, nous maintenant on a un engagement moyen au final dessus, on est là, on donne la visibilité, et l'argument qu'on a régulièrement c'est ouais mais on vous fait un chèque en blanc. Non, c'est pas ça. Mais c'est le truc qui revient assez souvent, notamment quand on arrive sur la négo vraiment contractuelle après derrière. Mais ça va de mieux en mieux, et encore une fois c'est une lame de fond, enfin dans pas longtemps, et c'est vrai que le côté start-up pousse beaucoup là-dessus, parce que la start-up elle est obligée de fonctionner comme ça, même niveau business elle sait pas ce qu'elle va faire. Elle est capable de se projeter. Donc, elle fonctionne comme ça au niveau business. Donc, côté tech, naturellement, elle est sur ce rythme-là. Elle ne peut pas se projeter plus que ses itérations business, de toute façon, au final. Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions, du coup. Super. Mais merci beaucoup, Xavier.